Bonjour à tous et bienvenue pour la conférence de Stanislas Brunet, un artiste français dont on peut être fier. Quand on voit tout ce qu'il a déjà accompli au Japon, il est connu en tant que méca designer. Et je vous demande donc d'applaudir Stanislas Brunet. Merci beaucoup, merci d'être venu assister à la conférence. Bon, alors aujourd'hui, on a un tout petit problème technique avec l'image, ça saute. Je suis désolé, je tenais à m'excuser parce que c'est des petits trucs qui arrivent comme ça. Tout s'est fait un peu sur le coup. Donc voilà, ça va sauter, mais vous inquiétez pas, les images, on pourra les regarder quand même. Donc je me présente, je suis Stanislas Brunet, je suis méca designer au Japon depuis 13 ans. J'ai travaillé sur de nombreuses productions. Urban Star Racer est une des productions qui est la plus connue en France, mais aussi sur Aquarion Evol, Basquash, Macross Frontier, Macross Delta, dernièrement. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit panel en fait de la chronologie de mon travail au cours des 10 dernières années. Donc, pour commencer brièvement, mes études. J'ai fait les Gobelins en 1998. Pendant l'année des Gobelins, j'ai fait la connaissance de Thomas Romain, avec qui on est devenus très amis, et avec qui on a travaillé sur le pilote, le film de fin d'études. Ce film de fin d'études, en fait, ça nous a permis de voir qu'on est capable de travailler ensemble. Et par la suite, quand Thomas Romain a commencé à retravailler avec le studio Save the World, il m'a demandé de venir l'aider pour travailler sur le projet de Urban Star Racer, qui à l'époque était le pilote de Molly Star Racer. Et donc, j'ai commencé à travailler sur ce projet. Et ce projet, en fait, le pilote a eu beaucoup de succès sur le net avant que ce soit l'époque de YouTube. C'était un peu en avant-garde. Et il a été tellement plébiscité sur les réseaux qu'il est allé jusqu'au Japon et un producteur japonais nous a proposé en fait de produire la série. Et de fil en aiguille de ce petit pilote, on a commencé à faire de la pré-production pour constituer l'intégralité des designs de la série de Urban Star Racer pour faire une série télé en coproduction avec le Japon. Et nous sommes partis en décembre 2003, ça fait déjà quelques années, pour faire cette production. Et donc, c'était le grand voyage au Japon pour le projet Urban Star Racer. Sur ce projet, j'ai signé l'intégralité du méca design. Donc tous les vaisseaux que vous voyez là, ce sont des dessins que j'ai fait moi. Et j'ai aussi travaillé aussi sur les décors. Donc sur le méca design, il y a eu une phase de recherche avec beaucoup de croquis, de choses pour constituer vraiment l'univers en fait de Urban, les mechas et les vaisseaux. Et j'ai beaucoup travaillé sur des petites recherches avec beaucoup de détails. J'adore ça, les détails, et j'en mets. Voilà, je suis méca designer et donc je passe mon temps à faire ce genre de dessin. Et pendant la production, une fois que les mechas étaient dessinés, je me suis concentré sur le travail des objets. C'était aussi du méca design, mais plus ce qu'on appelle des props. Donc tout ce qui constitue les objets qu'on retrouve dans l'univers de Urban. Et donc il y a de nombreux objets qui peuvent servir. Là, on peut voir Jordan avec un bout du canon de la tourelle du Wheezing Arrow, qui dans un épisode devait être extraite de la tourelle pour être utilisée telle qu'elle pour se défendre contre une race extraterrestre. J'ai aussi travaillé sur le design des décors. Ça, c'était le travail que j'ai fait dans un deuxième temps. Une fois que les mechas avaient été finalisés, ma responsabilité sur la production était le design des décors en fait, de la série Urban Star Racer. Donc j'ai travaillé sur un certain nombre de décors, comme le hangar de l'équipe terrienne sur Urban Star Racer, ainsi que tout un tas de décors propres à l'univers de la planète d'Arwas. Et je me suis même un petit peu amusé à imaginer ce que pouvait être la vie d'un habitant de la planète d'Arwas, les Scrubs. Et donc les Scrubs sont des petits personnages qui ressemblent à des poulpes. Et donc c'était intéressant d'imaginer comment est-ce qu'ils pouvaient vivre sur cette planète. Alors, à l'époque, on était au Japon, et je dois avouer que la culture japonaise m'a pas mal influencé. Tout le côté traditionnel,
le fait que ce soit un pays qui soit une île et donc un pays de pêcheurs. Et donc, on a eu pas mal d'influence pour faire cette culture Scrub en puisant un petit peu dans le Japon. Donc, de nombreux décors avec des villes, de nombreuses choses comme ça. Et puis, il y a eu aussi la phase des décors sur Oban, avec des temples en ruine et tout un ensemble de choses assez diverses. Donc ça a été le travail que j'ai fait principalement sur Oban. Et dans un second temps, j'ai aussi travaillé sur du décor couleur. Donc ça, c'est un exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais à la fin des épisodes, il y a une grande fresque. Et donc c'était la première fois que je travaillais pour faire de la couleur sur du décor couleur sur Oban Star Racer. Il y a eu aussi la phase de préparation de la conception des décors en 3D. Donc dans Oban Star Racer, on a des scènes de course qui sont faites en 3D. Et ces scènes de course, elles devaient se passer dans l'environnement dans lequel qu'on avait designé à Roas et sur Oban. Et mon rôle, dans un deuxième temps, était de travailler avec l'équipe française du studio Pumpkin 3D pour construire en fait l'univers à base de modules 3D, un petit peu comme un système de Lego. Et donc je devais imaginer les différents blocs et proposer à l'équipe 3D une stratégie pour travailler de manière efficace et ne pas perdre de temps. Donc ça, c'était mon environnement de travail au Japon. Donc vous voyez, il y a des maquettes, il y a des jouets, c'est assez cool. Et pas mal de papier partout. Ça, c'est les storyboards de la série. C'est un peu le bazar et c'est comme ça dans tous les studios au Japon. Et il y a eu aussi donc les préparations pour justement les décors 3D. Alors, bon, ça stack un petit peu parce qu'on a un petit problème technique. Mais en gros, voilà, c'était ce genre de travail que je faisais. Et je faisais ça pour chaque épisode où il y avait un nouveau décor qui apparaissait. Il fallait préparer l'ensemble des modules 3D qu'on allait voir dans la série et que l'équipe 3D devait préparer, modéliser, assembler et composer pour préparer les plans. Donc ça a été le principal travail que j'ai fait sur Urban Star Racer. Et à la fin de la production, j'avais donc terminé de travailler pour Save the World. Et le studio avec qui nous avions collaboré, le studio All Filmmaker, m'a proposé de travailler sur une nouvelle série, une série 100% japonaise cette fois-ci, la série Astria Testament, The Good Witch of the West. C'est une série qui n'a pas eu beaucoup de succès au Japon, mais ça m'a permis de rencontrer un designer assez talentueux et connu, Makoto Kobayashi, qui est notamment réputé pour ses designs sur Giant Robot, Last Exile, et qui est un petit peu un pilier du mecha design au Japon. Donc j'étais très impressionné de travailler avec lui. Le problème, c'est qu'à l'époque, je n'avais pas un très très bon niveau en japonais, assez suffisant en fait, pour pouvoir comprendre tout ce qu'il me disait. Et donc, c'était hyper frustrant parce qu'il parlait de plein de choses hyper intéressantes apparemment, et moi j'en captais 1%, 2%, donc c'était un petit peu dommage. Mais bon, c'était une expérience. J'adorerais retravailler avec lui maintenant que je suis un petit peu plus à l'aise avec le japonais. Et donc, c'était aussi la première fois où j'ai pu travailler sur du design de créatures, chose que je n'avais jamais fait. Quelque chose qui se rapproche un peu du mecha, mais avec des animaux, en fait. Et donc ça, c'était intéressant. Et c'est quelque chose que je vais être amené à refaire prochainement. Et donc ça me plaît beaucoup. Ensuite, après, alors, il y a eu la période All Filmmaker. Et après, le studio n'avait plus trop de travail à me proposer. Et donc, j'ai commencé à travailler avec le studio Satellite par le biais d'une rencontre avec le patron de Satellite qui, un jour, en fait, on était allé dans un bar et on a discuté. Il me dit, bah, viens, on va aller boire un coup. Et on discute. Et donc, on arrive dans le bar. Et là, je me rends compte que c'est pas un bar normal, en fait. C'est un snack. Alors, un snack au Japon, je ne sais pas si vous savez, mais c'est un bar à hôtesse, en fait. Donc, j'ai fait mon entretien d'embauche pour Satellite dans un bar à hôtesse. C'était très sympa. On a chanté des chansons au karaoké et on a tapé la main. Et la semaine d'après, je travaillais sur Hellsing et je faisais le décor au trait ainsi que la direction artistique de l'épisode 4. Alors, évidemment, je sortais de nulle part et les gens de la production d'Hellsing avaient un sérieux doute sur mes capacités en tant que designer. Et il a fallu les convaincre, donc ça a été un tout petit peu difficile. Et à un moment donné, j'avais même le responsable de la production, le sponsor principal de Hellsing, qui travaillait à Généon.
qui était derrière moi en train de m'expliquer comment faire Photoshop. Donc je lui disais, mais oui, ça va, je comprends. Je vais vous montrer, je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Finalement, tout s'est bien passé. J'ai fait des décors. On a travaillé, j'ai corrigé l'intégralité des décors de l'épisode 4. Et tout le monde était content. Et on est resté en bons termes. Et ça s'est bien fini. Donc ça, ce sont des décors qu'on voit dans l'épisode. Au même moment, pendant Hellsing, alors Hellsing, c'est un projet où il y a des nazis, des vampires, ça se flingue, ça se bouffe le cou, il y a du sang partout, ça gicle, c'est dégueulasse. Mais au même moment, je travaille sur une série qui s'appelle Angélique. Angélique, c'est un projet, alors plutôt pour les filles, où une jeune fille doit choisir l'amant idéal. Donc une série extrêmement romantique. Donc d'un côté, Hellsing et les vampires qui se flinguent, et de l'autre côté, Angélique et les jolies princesses romantiques dans les villages en Suisse. Donc voilà, j'ai cru que j'allais frôler devenir psychopathe, mais ça va, tout va bien. Ma santé mentale a été sauvegardée, les projets se sont très très bien terminés, et tout le monde a été content. À la suite de ces projets, j'étais à Satellite, j'étais installé, j'ai été embauché à Satellite, et très vite, j'ai eu la chance de travailler sur la série Macross Frontières. Donc, comme je faisais du décor sur les précédentes productions, tout naturellement, j'ai commencé à travailler sur Macross Frontières pour retoucher les décors qui étaient faits par les animateurs. Donc, il y avait énormément d'architecture à faire. Évidemment, ce n'était que du bâtiment. Et je me suis notamment concentré en fait, sur les scènes de combat qui ont lieu dans San Francisco, dans l'épisode 1 et 2. Peut-être que vous avez vu ces scènes-là, je ne sais pas, dans Macross Frontières. Il y a énormément de passages qui se passent au milieu des immeubles. Et évidemment, ces immeubles, il fallait qu'ils aient l'air d'être des vrais immeubles de San Francisco. Donc, j'ai étudié des photos et j'ai fait énormément de dessins comme ça pour faire les immeubles. Alors là, je vous ai fait une petite démonstration. Ça, c'est ce que je recevais. Donc, l'équipe 3D mettait en place le décor avec des petits cubes. Hop, des petits cubes comme ça. Et il y avait les robots. Les robots, ils étaient super, mais les petits cubes, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de fenêtre, que dalle. Et donc, moi, je repasse une couche, je refais tous les détails et je découpe le plan avec ce qu'on appelle des boucles. En fait, ce sont des layers, des calques superposés qui permettent de faire passer les animations derrière pour ne pas que ça se chevauche. Ça, c'est mon travail. Et ensuite, ça, c'était envoyé au studio de décor qui finalisait le décor en couleur. Et on pouvait intégrer ensuite les vaisseaux, les animations, les personnages, tout. Donc, j'ai fait ça pendant à peu près 3 mois. Et ça s'est bien passé. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir retravailler avec Thomas Romain, avec qui on avait déjà collaboré sur Auban. Et Thomas Romain, pendant ce temps-là, avait développé le projet Basquash au sein de Satellite. Et tout naturellement, quand il a commencé à travailler dessus, il m'a dit « Stan, est-ce que tu peux m'aider à faire les mechas secondaires sur Basquash ?» Donc j'ai commencé à réfléchir sur les différents mechas. Et il y avait tous ces mechas qu'on voit un petit peu dans le fond de l'image. Thomas Romain s'étant chargé déjà de faire le design principal des robots principaux. Et donc moi, je me suis chargé de faire tout ce qu'on voyait un petit peu dans le fond. Donc des robots de chantier, les robots policiers qui essayent d'attraper le héros, mais bien s'en faut. Et puis différentes versions. Alors ça, c'est une version qui n'a pas été validée. Donc c'est la première fois que je la montre en public. Elle n'a jamais été sortie où que ce soit. Donc voilà, c'est une petite primeur. Et donc ça, c'est la version que j'avais proposée au début. Et ça, c'est ce qui a été validé après coup, quand ils m'ont dit il faudrait que tu refasses le design, c'est pas assez cool. Donc voilà, j'ai fait un design plus cool. Ensuite, évidemment, j'ai continué à travailler sur différents designs. Alors, les idoles. Ce qui était intéressant dans Basquash, c'est qu'il y avait beaucoup de variétés en fait dans les designs de robots, et on pouvait vraiment s'amuser. Et là, en l'occurrence, j'avais même été un petit peu plus loin que la commande, puisque on m'avait pas du tout commandé ces robots-là, mais je me suis dit ah tiens, j'aimerais bien faire un robot grenouille, ça serait cool, qui escalade les murs comme ça. Et puis un robot sous-marin qui pourrait aller sous l'eau pour aller ramasser des trucs, on ne sait pas. Donc voilà, j'avais imaginé plein de choses et on n'a pas tout utilisé, mais c'était intéressant à faire et bon, c'était pour le plaisir en fait. Après, alors, pendant l'épopée Basquash, j'avais précisé dans le titre que c'était un jeu en équipe, mais ça a été complètement vrai. C'est-à-dire qu'à cette époque, on avait terminé la pré-production, on avait terminé les designs et on commençait la production des épisodes. Et les épisodes, on avait décidé de faire tous les décors nous-mêmes, entre Français, pour tout corriger.
Et donc, avec Thomas Romain, nous étions responsables de la direction artistique, c'est-à-dire que nous retouchions tous les décors de tous les épisodes. Nous avons notamment fait tous les décors de l'épisode 1 et 2, juste nous deux. Et le reste de l'équipe, donc il y avait plusieurs personnes comme Christophe Ferreira, Antoine Biraud, Yann Le Gall, Bertrand Piocel, Emeric, Kevin, Oussama Bouachira, et puis Philippe Diop, Antoine et Romain Barriot. Et toute cette petite équipe est venue au Japon pour nous donner un sérieux coup de main. Et donc pendant 6 mois, nous avons travaillé vraiment d'arrache-pied pour produire, dessiner et colorier tous les décors de la série Basquash. Ça a été un vrai challenge, mais la qualité est là. Et on a eu énormément de retours après coup. On a découvert en fait que les studios de décors japonais avaient eu vraiment très très chaud aux fesses parce qu'ils s'étaient dit « ça y est, on est foutu ». Ils nous ont dit ça en vrai, hein. On a eu ça, un commentaire d'un responsable d'un studio de décors japonais. Il nous a dit « ça y est, c'est foutu ». On est à la retraite, on va pas pouvoir tenir le rythme, ils sont trop forts. Ça nous a fait hyper plaisir, évidemment, c'était une critique, mais c'est une critique, une sorte de comment dire, c'était pour faire plaisir en fait. Et donc effectivement, ça nous a fait énormément plaisir. Et donc on était assez fiers en fait de notre travail. Les décors, il y avait aussi évidemment le design du décor au trait. Et à ce moment-là, on faisait tout. C'est-à-dire que je travaillais le décor au trait, la couleur. Et on travaillait spécifiquement sur certaines ambiances. Comme Basquash était une sorte de road movie, il y a eu énormément de décors différents. Ça, c'est un décor qui a été dessiné par Yann Le Gall et dont j'ai fait la mise en couleur. Et vous voyez l'excellence du travail du design, incroyable. Et donc, c'était un plaisir de colorier ce genre de décor. Travailler sur ça, c'était un décor de Antoine Biraud aussi. Et pareil, super architecture. On avait un petit côté rough, c'était vraiment très très bien. Il y avait aussi pas mal de design et on travaillait comme ça en équipe et c'était vraiment une super ambiance. Par contre, on avait vraiment peu de temps puisque à la fin de la série, on devait faire 250 décors en une semaine. Donc c'est énorme. On pouvait se partager les décors, mais en fait, il fallait faire 2 décors par jour, ce qui est quand même super court pour travailler. À la fin de Basquash, j'ai enchaîné sur une série qui s'appelle Aquarion et Vol. Monsieur Kawamori, qui avait co-réalisé la série Basquash avec Thomas Romain, avait apprécié le travail de méca design que j'avais pu engager sur la série et m'a demandé explicitement de travailler sur l'univers de Aquarion et Vol, ainsi que sur les méca design. Ce que vous voyez là, c'est une fresque que j'ai peint. J'ai passé une semaine à peindre ce truc et à la fin, ça a été coupé au montage. Donc j'avais envie de vous le montrer aujourd'hui pour refaire ressortir un peu ce dessin et que le travail ne soit pas complètement gâché. Donc, j'ai commencé à travailler sur l'univers, développer l'univers avec différentes recherches. Ça, c'est des recherches qu'on fait en amont et qui ont servi notamment auprès des financeurs, des sponsors, pour monter un dossier graphique qui a servi à trouver l'argent, tout simplement. Et ce dossier graphique, le scénario a été influencé. Et j'ai continué à faire des recherches graphiques, mais plus méca design encore. Un peu plus dans ma partie. Des choses dans un univers parallèle. C'était assez libre et je pouvais expérimenter des nouvelles choses au niveau design. Donc je suis allé assez loin et on a resserré petit à petit avec Monsieur Kawamori. Donc on a sélectionné un robot, celui-là en l'occurrence, et on a dit bon, cette forme-là elle est intéressante, mais on aimerait modifier les jambes, la tête, et on va refaire une autre version. Donc j'ai refait une autre version. De cette autre version que vous voyez plutôt à gauche, j'ai aussi fait un descriptif avec les différentes actions que pouvait faire ce robot-là. Toujours dans un souci de détail pour que les réalisateurs, les scénaristes puissent comprendre les intentions que je voulais mettre dans mon design. Et donc on a avancé comme ça progressivement. Et à la fin, on a fini par fixer le design. Donc vous voyez, il y a des différences avec le design précédent, notamment la tête, les mains. Et certaines parties du corps en fait ont évolué sous l'influence en fait de Monsieur Kawamori qui m'a largement conseillé. Pour faire ce design-là, il y a eu 10 versions. J'ai fait 10 versions différentes avec énormément de corrections à chaque fois. C'était assez difficile parce que c'était vraiment la première fois que je faisais le méca principal sur une série. Et donc, il fallait pas se rater.
Il y a aussi tout le travail des cockpits, évidemment. Quand on fait les designs des robots, on fait aussi l'intérieur. Et donc, j'ai aussi proposé différentes versions, des choses assez originales pour pouvoir un petit peu renouveler le genre. Juste après Aquarion et Vol, on a tout de suite enchaîné avec le projet Macross Frontier, Sayonara no Tsubasa, le film en fait de Macross Frontier, le deuxième film. Et comme j'avais précédemment sur la série Urban Star Racer, non, Urban Star Racer, qu'est-ce que je raconte? J'ai dit des bêtises. Sur la série Basquash, j'avais fabriqué des maquettes en papier pour faire le landing, donc le générique de fin de la saison 1 de la série Basquash. Et on avait filmé les maquettes en papier en les faisant tourner très légèrement. Et donc j'avais passé un temps fou à fabriquer ces maquettes et M. Kawamori avait trouvé ça très intéressant. Et il m'avait dit ça serait intéressant que cette fois-ci, sur Sayonara no Tsubasa, j'aimerais bien que tu réalises, tu diriges, tu fasses la direction artistique de la scène de concert de Lankali. Et donc, il voulait un concept de pop-up dans cette scène de concert. La scène devait se transformer comme un grand livre, avec au début un truc un peu triste. Des maisons devaient se constituer sur la scène, et à la fin, ça devait être quelque chose de foisonnant, de très coloré, de très gai, pour montrer un petit peu l'évolution des sentiments du personnage. Donc, j'ai proposé cette version-là. J'ai aussi fait des designs plus précis par rapport à la scène. Et donc, on a travaillé ensemble avec M. Kawamori. Tout ça, ce sont des designs qui ont été faits avant la fabrication du storyboard. Donc, une fois que ces designs avaient été faits, M. Kawamori, qui faisait le storyboard, s'en est servi en fait pour composer la mise en scène de toute la séquence. Et à partir de la mise en scène, j'ai pu commencer à travailler sur les décors à proprement parler. Avant de commencer à travailler sur les décors, il fallait d'abord concevoir les maquettes en papier, et qui étaient des maisons pop-up. C'est-à-dire elles apparaissaient en maison et elles se déployaient en étant des maisons mouvantes avec des pattes, des ailes, quelque chose d'un peu vivant, organique comme ça. Et donc j'ai commencé par faire des vraies maquettes en papier pour être le plus près possible de la réalité. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est que cette séquence devait être faite en 3D. Et donc, pour avoir une référence que les gens de la 3D pouvaient utiliser avec facilité, je me suis dit le mieux, c'est d'avoir un objet qu'ils ont devant leurs yeux et qu'ils peuvent manipuler. Donc là, c'est ce qu'ils ont fait à partir des maquettes que je leur ai données. Et donc les maisons se transforment, se déploient et s'ouvrent pour faire des espèces de maisons qui marchent, quelque chose de vivant. Et donc on a commencé à travailler comme ça et la production des décors a commencé. C'est-à-dire que le storyboard était fini et j'ai pris en charge toute la peinture des décors de la séquence lorsque ce n'était pas des plans en 3D. Donc j'ai fait plusieurs plans avant que la séquence se transforme. Alors on voit je vous conseille de regarder la séquence si vous en avez la possibilité, mais le personnage est très, très coloré au milieu et donc comme le décor est très gris, ça ressort beaucoup. Et à un moment donné, tout se change. Alors, le travail que j'ai fait, c'était, je vous montre les étapes, ça c'est ce que je recevais. C'était les plans de l'animateur, il composait un layout. La feuille rouge qu'on voit au-dessus, c'est la correction du directeur d'anime. Il reprenait juste les poses du personnage. À partir de ce plan-là, je refaisais le dessin avec les détails en recomposant l'image en fonction du design que j'avais élaboré au préalable. Et ensuite, c'était la mise en couleur. Et la mise en couleur, je l'ai effectuée moi-même. Donc j'avais le loisir de pouvoir régler un petit peu les détails entre la première, la deuxième et la troisième étape. Le projet suivant, c'était une commande venant d'un client extérieur, le studio Square Enix. C'était un projet en fait de borne d'arcade. Alors un projet un petit peu plus cross-média avec des cartes, des jeux, des jouets et une borne d'arcade, principalement une borne d'arcade où les gens pouvaient acheter des cartes, les mettre dedans et piloter les robots et la borne d'arcade se transformait pour faire au moment où les robots se transforment de voiture, ils se transformaient de voiture à robot, au moment où ils se transformaient de voiture à robot, la borne d'arcade aussi se transformait et on pouvait jouer les robots. Donc sur ce projet-là, j'ai fait une dizaine de mecha design
Et c'était très très rafraîchissant comme travail, avec des mechas un petit peu dans tous les sens. Alors là, un chevalier, précédemment c'était un panda, le panda police. On pouvait s'amuser, c'était assez flexible. Et la série a eu un petit succès d'estime auprès de... les enfants ont vraiment apprécié, il y avait comme ça marchait bien, mais c'est un projet qui n'a pas duré très longtemps. Ça s'est terminé il y a quelques années, et donc on ne trouve plus rien, les bandes d'arcade n'ont pas continué, donc c'est un projet qui a disparu. Mais en tout cas, c'était très agréable à faire. Juste après ce projet-là, Monsieur Kawamori avait commencé à réfléchir sur un nouveau projet, un concept, une collaboration avec le groupe AKB, AKB 48. Et donc, il nous a demandé explicitement de refaire des recherches design. Donc, au début, c'était la même chose. C'était des recherches de concepts avec des image boards pour définir un petit peu les grands moments de l'histoire. Un petit peu quel allait être l'aspect graphique de l'univers. À partir de ce moment-là, j'ai travaillé principalement sur le mecha design. C'est une des séries sur lesquelles j'ai fait l'ensemble du mecha design. Et donc, je me suis énormément investi dans ce projet. Et c'était un peu un challenge parce que c'était la première fois que je devais travailler sur des mechas qui se transforment et qui se combinent. Et la plupart des mechas se transforment. Là, les robots, en fait, la plateforme se transforme en avion qui elle-même vient se combiner dans une sorte de power suit. Et ce power suit, il fait partie d'un ensemble dans un vaisseau qui lui-même se transforme en scène de concert. Enfin, c'était un travail assez ambitieux, avec beaucoup de réflexion par rapport à la transformation et en même temps à l'aspect graphique. Et donc, c'était vraiment intéressant d'un point de vue du design. Donc, évidemment, c'est une scène. Donc, le vaisseau qui se transforme, il fallait faire la scène de concert qui est un petit peu le lieu principal pour les chanteuses, le lieu qu'on voit tout le temps. J'ai aussi fait énormément de vaisseaux complémentaires. Donc ça, c'était un travail qui m'a vraiment plu, puisque j'ai vraiment eu un panel de choses à designer qui était assez large. Et donc, c'était vraiment agréable. Donc voilà, différents robots, vous pouvez voir. Plutôt les ennemis, donc un peu plus militaires, ce genre de choses. Le projet suivant, qui est un projet assez atypique, le projet Nobunaga The Fool. Nobunaga The Fool, ce qui était intéressant avec ce projet, c'est que c'était de la fantasy mecha. Ce que j'appelle la fantasy mecha, en fait, ça se passe dans un univers rétro historico-fantasy, mais on doit quand même faire du mecha design qui soit un peu high-tech. Donc il y avait un vrai challenge pour trouver la balance des designs qui pouvait convenir en fait à ce projet. Donc les premiers dessins sont des dessins de préparation qui ont servi encore à monter le projet dans ses tout débuts. Et j'avais proposé des idées. En fait, c'est un concept où l'Occident et l'Orient s'affrontent. L'Occident est sur une planète, l'Orient est sur une planète, et ils s'affrontent. Donc les samouraïs contre les chevaliers, en gros, quoi. Il y avait plein de personnages. C'était un petit peu what the fuck, parce qu'il y avait Jeanne d'Arc qui est avec Léonard de Vinci et Nobunaga. Tout le monde se battait ensemble. Enfin, c'était un petit peu la fête. Et donc, on était assez libre, c'était assez créatif. Et moi, j'ai assez apprécié en fait la folie du projet. Ça permettait de faire des choses que je ne pouvais pas faire d'habitude. Et notamment, tout ce côté un peu imagerie traditionnelle, armure de samouraï, mélangée avec des armures de chevalerie, ainsi que évidemment des katanas. Alors, les katanas, il fallait qu'ils aient un côté un petit peu moderne et en même temps rétro. C'était vraiment un super projet pour un designer, parce qu'il fallait vraiment trouver la bonne balance, le niveau juste pour que ça soit original. Le robot de Jeanne d'Arc. Il est bien, hein? Alors, non, je me jette des fleurs. La lance, en fait, c'est une lance, quand on la fait balayer comme ça fait une sorte d'étendard. Et donc, on retrouve l'étendard de Jeanne d'Arc qui est sur toute l'iconographie qu'on peut retrouver un peu partout. Et donc voilà, un petit exemple. Et donc cet étendard lui sert de bouclier. Donc vous voyez, c'est ce genre d'idée qu'on apporte aussi dans le design. C'est pas uniquement que la forme, c'est aussi l'aspect pratique et des petites astuces comme ça qui peuvent être utilisées. Et ça, les réalisateurs en sont extrêmement friands, évidemment. Et là, c'était un autre robot. Alors, c'est lequel, à votre avis? Vous avez une petite idée? Bon, il a un nuage magique et un bâton rouge, normalement.
Bon, d'accord, c'est Sangoku. Donc, en fait, c'est le dieu singe. Hein, et il voulait absolument placer le dieu singe. Donc, on retrouve un petit peu sur un robot, un petit peu les mêmes éléments. Et je me suis un petit peu inspiré du film de Kung Fu Drunken Master pour toute la gestuelle au niveau du combat avec les échasses, qui étaient aussi des tonfas, en fait. Donc, ça, c'était assez rigolo. Et un gros travail aussi que j'ai pu faire. Hein, alors, à Satellite, je suis un peu le spécialiste des cockpits. C'est toujours moi qui me ramasse les cockpits. et donc, comme ça se passe bien à chaque fois c'est moi qui l'ai fait. Cette fois-ci, je me suis dit, je vais faire un cockpit super original. Résultat, les animateurs n'ont pas réussi à le redessiner. Et c'est moi qui me suis tapé tous les dessins après dans la série. Donc, c'était pas une bonne idée, en fait. J'aurais mieux fait d'être un petit peu moins exigeant avec moi-même. Donc voilà, mais c'était un chouette cockpit quand même, vraiment. Voilà. La prochaine fois, je ferai un truc plus simple. J'avais bien compris, en tout cas, pour les prochains projets. Le projet suivant, c'est Molet's Pilots. C'est un projet de film, Abyss of Hyperspace. Et là-dessus, il s'agissait de refaire le design du Bentham Malu. Le Bentham Malu, c'est le vaisseau principal, qui a une sorte un mélange de bateau sous-marin et de navette spatiale. Et donc, le réalisateur, Tatsuo Sato, voulait absolument quelque chose de riche en détails et de très réaliste. Donc j'ai travaillé pendant pas mal de temps sur ce projet-là pour justement apporter un maximum de détails et de définition et c'était assez intéressant. Alors évidemment des sièges et différentes salles. J'ai aussi travaillé sur pas mal de cockpits, comme d'habitude, ainsi que des personnages qu'on retrouve dans le film, un oiseau, un méca oiseau. Et donc j'ai traité un petit peu différents aspects de l'univers mecha dans cette série. C'est une série de SF, donc il y avait énormément de travail, et donc il y avait vraiment un volume de choses à faire qui était important. Donc on ne s'est pas ennuyé, et vous voyez, bon, voilà quoi, il faut, c'est sur moi que ça tombe. Mais bon, ça va, j'aime bien quand même, donc je le fais volontiers. Oui. Il va bientôt falloir passer au dessin. Ok, j'accélère. alors M3, on va passer très vite. M3, série de SF horrifique, donc avec des cockpits et des œufs et des gens qui sont dans les cockpits, et ça fait super peur. Alors, je voulais passer assez vite. Les robots faits par Shoji Kamori. Ah, Aquarion Logos, super série. Aquarion Logos, j'ai travaillé dessus, j'ai fait le main mecha. Très important pour moi. Au début, des recherches. Ensuite, j'ai travaillé sur les vaisseaux. Des vaisseaux est née la forme des robots. Chaque vaisseau était à la fois le haut et le bas du robot. C'est-à-dire qu'il fallait 2 vaisseaux pour faire un robot. À partir de là, j'ai commencé à élaborer des designs en faisant des recherches et donc j'ai commencé à fixer le design du aquarion. Chaque aquarion avait des combinaisons différentes selon qu'on mettait le vaisseau en haut, en haut ou en bas, et donc il y avait énormément de possibilités. Et cette fois-ci, la différence, c'est qu'il y avait des animaux aussi, des caractères animaux, pas que des humains. J'ai énormément travaillé les détails pour que les modèles soient faits en 3D. Après par la suite, et ça a donné le projet Aquarion Logos, que je vous recommande parce que c'est un travail sur lequel j'ai passé beaucoup de temps et j'en suis assez fier. Pour terminer rapidement, Macross Delta, que vous avez probablement suivi. Sur Macross Delta, j'ai aussi fait du méca secondaire, les drones que vous voyez qui décollent des avions et qui viennent animer les shows des idoles, des drones, encore des drones policiers. Et quelques objets comme ça, assez emblématiques dans la série, les casques, des combinaisons, différentes choses comme ça, des cockpits, encore des cockpits, et puis encore des cockpits, et puis encore des cockpits, ah là là, ça n'en finit plus. Des véhicules, des choses que vous allez voir prochainement ou que vous avez probablement déjà vu dans certains épisodes. Et donc j'ai fait comme ça pas mal de mécas secondaires. Alors je n'ai pas fait les Valkyries parce que c'est chasse gardée de Monsieur Kawamori, mais j'aurais bien voulu. Mais voilà, j'ai fait énormément de choses comme aussi l'intérieur du Macross Elysion et des salles de contrôle, et voilà. Et alors ça c'est un petit truc. Alors ça, oui, c'est un petit truc sur lequel j'avais travaillé pour rigoler. Un projet qui s'appelle enfin, c'était une sorte d'illustration pour un doujinshi, en fait, Macross rétro. C'était pour m'amuser. Je m'étais dit, tiens, ça serait drôle si on faisait les Macross, mais avec des avions, des petits avions, en fait. Et donc voilà, j'avais fait ça. Alors, on voit pas le haut de l'image. J'ai raté mon coup là sur la présentation, mais bon,
Je la montrerai, j'essaierai de la mettre en ligne pour que vous la voyiez un jour. Voilà. Donc je dois faire le dessin, c'est ça? Exactement, Ok. parce que malheureusement le temps file. Alors je fonce. On va profiter du fait que je fasse les dessins. Si vous avez des questions pendant que je dessine, Il y a une charmante demoiselle juste là qui vous voilà. apportera un micro. n'hésitez pas. Levez les mains. Et grâce à la magie du micro-casque, il pourra répondre en même temps qu'il dessine. C'est qui alors votre méca designer préféré qui vous a donné envie de vous lancer là-dedans? Alors faut parler fort, hein, parce qu'on n'entend pas trop. Votre méca... designer préféré? Ah, le méca designer préféré? Waouh. Oh là là, j'en ai plein. Si, je crois que Monsieur Kawamori a été quelqu'un qui a été quand même assez important dans mon influence, parce que quand j'ai vu Robotech, quand j'étais plus jeune, ça a été un choc. Mais non, j'ai pas tout de suite détecté qui étaient les méca designers. Donc j'ai appris sur le tard en fait les noms des gens, des séries sur lesquelles j'avais vraiment surkiffé à l'époque. Et Makoto Kobayashi en fait partie en fait. Parce que j'ai découvert un petit peu tard son travail sur Giant Robot que je trouve formidable. Mais évidemment, il y a des gens qui ont travaillé aussi sur Pat Labor. Alors, je maîtrise pas tous les noms. Non, c'est un... Je suis assez... comment dire? Je suis pas très bien renseigné sur les noms des méca designers, mais en fait, j'aime beaucoup de choses. Ouais. Question suivante. Ah, le jeune garçon juste derrière. Bonjour. 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 Alors, j'ai vu que vous avez été crédité avec Monsieur Thomas Romain et Yann Legaz sur l'animé de Croisé. Oui, Croisé, oui. Et donc, bon, c'est du satellite, mais comment est-ce que on vous a demandé de travailler dessus? C'est parce que ça se passe en France, où on est venu vous voir, on dit « Ah, vous êtes français, est-ce que vous pouvez bosser sur ça ?» Ben en fait, oui, exactement, c'est ça. Le Croisé, c'est un projet qui a été réalisé par Monsieur Junichi Sato, qui est aussi le réalisateur de la série Sailor Moon, que vous connaissez tous. Et donc, il a fait une collaboration avec Satellite à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait des Français dans le studio. Et il s'est dit, je vais faire un truc sur Paris. Autant qu'il y a des Français qui sont bons en décor à Satellite, ben, autant demander aux Français de faire les décors. Et donc, naturellement, il est venu nous voir. À l'époque, on était une petite équipe. Et donc, on a tous un petit peu travaillé dessus. Et moi, je suis même venu à Paris avec l'équipe principale pour faire du repérage photo dans les galeries de Paris, dans les passages parisiens. Et c'était une super expérience, hein. J'ai vraiment adoré. Et ouais, c'est un chouette projet, franchement. C'est un projet dont je suis assez fier, mais j'ai pas fait grand chose dessus. J'ai fait des calèches, des outils, des choses comme ça. C'était un petit peu moins un projet de création, plus que de documentation historique. Voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Merci beaucoup. Quelqu'un... là, la question est juste à côté. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également crédité sur la série Symphogear. Symphogear, oui. Donc j'aurais voulu savoir ce que vous avez fait dessus. Sur Symphogear, en fait, j'ai surtout travaillé sur la saison 1 de Symphogear, où j'ai fait en fait l'école de la saison 1. L'école qui finit en petits morceaux à la fin, explosée par un grand truc qui sort de terre. Donc elle n'apparaît même pas dans la saison 2, mais c'est pas grave, ça me gêne pas. et j'ai bossé là-dessus et j'ai bossé aussi sur différents designs de décors. Sur Symphogear, j'ai pas fait de méca, c'était un autre designer qui s'en est chargé en fait. Merci. Quelqu'un d'autre a une question? Ah, une main levée par là. Bonjour. Bonjour. Et merci. Une question Bonjour. toute bête. Est-ce que vous auriez envie de faire, en fin de compte, quelque chose qui sortirait un petit peu du méca design ou des designs un peu techniques, tout simplement partir peut-être sur du caractère design ou autre chose? Alors, je suis... comment dire? Je suis pas très bon en personnage. C'est quelque chose... ça fait longtemps que je dessine pas vraiment de personnages. Pourquoi? C'est parce que je suis assez timide et que j'ai jamais trop fait de croquis de personnes devant elles. Et donc, j'ai pas trop l'habitude en fait de dessiner les personnages. Je préfère dessiner les objets en fait, les décors. Mais c'est vrai que de plus en plus, j'aimerais en faire aussi un petit peu. Et sur Macross Delta, vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait des combinaisons spatiales
notamment pour le Valkyrie, les combinaisons de Valkyrie qu'on voit dans les cockpits des avions. Et en fait, ça m'a bien plu et je me suis dit que peut-être ça vaudrait le coup de faire un peu plus de personnages. L'autre raison pour laquelle en fait on ne fait pas de personnages au Japon, c'est que le personnage c'est un petit peu le design central pour vendre une série. S'il est raté, les fans ne vont pas aimer et la série ne se vendra pas en fait, tout simplement. Et donc pour éviter de prendre des risques avec des designs qui seraient trop différents de ce que les fans japonais attendent, en général, on ne nous confie pas les designs de personnages, à nous, à l'équipe française. C'est vraiment très, très, très rare, ou alors pour des choses très secondaires. Donc c'est pour ça qu'en fait, l'opportunité de faire du character design, en fait, elle n'existe quasiment pas. Mais merci. Ah, là, toujours à côté, décidément, c'est très bien. Donc j'aurais une question en fait. Oui, bonjour. Bonjour. Pourquoi en fait, bon, je comprends que c'est par rapport aux opportunités que vous avez eues, mais pourquoi vous êtes vraiment resté au Japon? Parce qu'en France, à l'époque où vous êtes parti, on avait toujours des studios de talent comme Moonscoop ou Ankama qui ont sûrement besoin de mecha designers comme vous. Alors, ouais, je suis resté au Japon en fait. Ouais, c'était un peu difficile, mais j'avais pas vraiment d'expérience avec les studios français. Et puis les séries ne me plaisaient pas trop non plus. En fait, au Japon, j'avais la possibilité de faire du robot, du mecha design. Et même si dans des boîtes comme Moonscoop sur, je sais pas, Team Galaxy ou des projets comme ça, ils faisaient un peu de mecha design, c'était pas de la même, c'était pas du même acabit que ce que je pouvais faire au Japon. Donc j'ai préféré rester au Japon et tracer mon chemin en fait là-bas. Et puis la qualité du travail me plaisait plus globalement, c'est-à-dire que les scénarios étaient plutôt pour les adultes, hein, c'était pas forcément des scénarios pour enfants, et donc je m'y retrouvais plus en tant que spectateur aussi. Donc non, j'ai fait ce choix de rester au Japon. Après, oui, c'était un peu difficile, il faut avouer, parce qu'au début je parlais pas vraiment bien japonais, donc, mais c'est surtout pour ça en fait. Alors, la question suivante. Alors, il y en a partout des mains. Bonjour. Alors bonjour. Bonjour. Ma question ce serait par rapport à l'animation elle-même. Est-ce que ça vous est arrivé d'en faire en fait? L'animation de personnages, même si vous aimez pas trop par rapport à ce que vous venez de dire. Alors l'animation de personnages, en fait, j'en ai pas fait. Au Japon, j'en ai jamais fait. Mais je suis crédité comme animateur sur certains épisodes de séries. Parce que je fais la mise en place du décor en fait. Et quand il y a des plans où il n'y a pas de personnages, ou que les personnages ne bougent pas, souvent on me commande en fait les layouts. Hein, et comme je fais le layout, je suis animateur, je suis crédité comme animateur. Et donc ça m'arrive d'être crédité aussi à l'animation. Mais en fait, c'est pas de l'animation. La seule fois où j'ai fait de l'animation, c'était sur Oban, sur l'épisode qui se passe sur, je crois, dans la forêt vierge. À un moment donné, il y a des petites pierres qui commencent à bouger pour former un temple. Et Jordan et Molly sont spectateurs en fait de cet événement. Et il fallait animer les petites pierres avec des petites tentacules. C'était un truc un peu chiant à faire et l'animateur avait un peu jeté l'éponge. Et donc, comme il fallait pas abandonner, moi j'avais fait le plan en fait. Et donc j'ai fait une série de 3 plans comme ça, un tout petit peu difficile à faire, mais c'était mes plans d'anime à moi, quoi. D'accord, merci pour la réponse. Je vous en prie. Merci. Qui a une question? Ah bah encore monsieur? Personne d'autre? Monsieur, alors, écoutez. Rebonjour. Eh bien, rebonjour. Et une autre question aussi à poser. Oui. Quand justement, je reviens sur le caractère design des personnages, et souvent le design du robot est souvent adapté aussi au caractère du personnage qui va le piloter. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est comment en fait on travaille en collaboration, je suppose, avec le caractère designer pour essayer de faire en sorte que le design du robot, que la manière dont il va bouger en plus va peut-être aussi correspondre aussi au caractère du personnage. C'est une collaboration qui se fait comment finalement? Oui, en fait, ça dépend. Alors, des fois, quand on lance le design du robot, des fois, le design du personnage n'est pas encore tout à fait fixé. En général, dans la production, on commence par le design des personnages, parce que évidemment, c'est fondamental. Donc, j'ai souvent les designs des personnages en référence, et quand je dois faire un robot qui sera piloté, ça fait partie des questions que je pose dans la réunion de commande. Ce que j'appelle la réunion de commande, c'est la réunion que je fais avec le réalisateur, quand il vient me voir et il dit bon bah voilà, on voudrait que tu fasses tel engin, telle machine, on a besoin de tel design, et qu'il me donne un petit peu toutes les informations. Et une des informations, c'est qui est-ce qui le pilote.
Et donc en fonction du pilote, je peux adapter plus ou moins l'identité du robot en fait. Et si c'est quelque chose de très réaliste, ça aura peu d'influence. Par contre, si c'est quelque chose d'un peu plus comédie, comme Basquash par exemple, on peut jouer un peu plus sur une relation de design entre le personnage et le robot. Donc c'est quelque chose, oui, qui a une importance, mais pas systématiquement. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Sinon, moi j'en ai, mais... Oui. Oui, oui. Qui a levé la main? À quel endroit? Ah, là-bas. Ok, tout au fond. Bonjour. 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 Alors je voulais savoir, tout à l'heure, vous parliez justement quand vous parliez des Cara Design, qu'il fallait que ça plaise aux fans et tout ça. Oui. Et aujourd'hui, on voit que de plus en plus, les animés ils prennent moins de risques. Qu'est-ce que vous pensez de ce système? Et est-ce que ça vous freine dans votre création de méca design et de décor? Alors moi, en l'occurrence, comme je suis français et que par définition j'ai un style original par rapport aux Japonais, du fait de ma culture française, quoi que je dessine, en fait, les Japonais diront « Ah, c'est original, c'est pas japonais ». Donc, quand on me confie des designs, la plupart du temps, en fait, on compte sur cet aspect de mon travail, en fait. Et donc, comme je travaille beaucoup avec Shoji Kawamori et qu'on travaille ensemble depuis quelques années, souvent c'est sur ces projets, en fait, que je travaille au design des robots. Lui, il me connaît très bien. Donc, il sait quel apport je peux avoir sur les designs et quelle originalité je peux apporter. Et en général, je ne suis pas vraiment bridé. Il y a des fois, par exemple sur Aquarion Logos, comme il y a eu déjà 2 séries qui ont été designées par Monsieur Kawamori avant Aquarion Logos, il y avait déjà 2 designs d'Aquarion qui avaient été faits par lui. Et ça a été très 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 dur d'imposer un nouveau design, y compris à l'équipe qui travaillait avec moi à Satellite, parce que tout le monde avait en référence dans la tête le design original de Monsieur Kawamori. Et donc il a fallu que je me batte un petit peu pour dire, voyez, ça c'est un truc, vous l'avez jamais vu, ça vous fait bizarre quand vous le regardez parce que vous comparez avec le design précédent, mais il faut l'accepter et vous allez voir, ça va être réussi à la fin. Et en fait, jusqu'à ce que ce soit terminé et que Monsieur Kawamori dise à l'équipe, c'est un bon design, ils ont eu du mal en fait à se dire qu'ils avaient réussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être un problème, c'est le côté un petit peu conservateur. Quand on a quelque chose qui a marché, c'est un peu difficile de sortir un peu du cadre sur une licence, sur la même licence en fait, pour proposer quelque chose de nouveau. Donc oui, il peut y avoir des soucis, mais en général, là où je travaille, les gens sont vraiment super intéressés par le design que je peux soumettre. Et si vraiment il y a des problèmes, ils me demandent de faire des corrections et on travaille en équipe, on s'entend très bien et donc ça se passe bien en général. Merci. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un a encore une question? Juste oui, non? Parce que si vous n'avez pas de question... Ah, une main levée ici. Décidément, j'ai du mal à vous voir, pourtant vous êtes juste en face. Bonjour. Bonjour. Je crois que donc, votre film de fin d'études avait abouti à la création de la série Code Lyoko. Vous avez continué à travailler dessus? Alors, non, je vais vous interrompre tout de suite. J'ai pas du tout travaillé sur Code Lyoko. Pas du tout. Non, non. En fait, la toute petite implication que j'ai eue, c'est qu'au Gobelin, en fait, j'ai travaillé sur le film de fin d'études. Donc, c'est ce que vous disiez, avec Thomas Romain. Mais c'était pas mon film, en fait. C'était le film de Thomas Romain et de Tania Palombo à l'époque. Et j'étais venu leur donner un coup de main pour fabriquer le film. Donc, à la fin, quand ils ont été approchés par le studio Antefilm à l'époque, Moonscoop après. En fait, c'est eux qui étaient les auteurs de cette série. Et donc, moi, je n'avais rien à voir avec le reste de la fabrication qui a débouché sur la série Code Lyoko. Donc, ouais, en fait, j'ai suivi ça, évidemment, en parallèle de Molly. Mais moi, je me suis plutôt concentré sur Molly et Urban Star Racer au moment où Thomas travaillait un petit peu sur les 2 projets. Voilà, je suis désolé, ça répond peut-être pas à ta question complètement, mais ouais, c'est pas un projet sur lequel j'ai travaillé en fait. Très bien, bah merci. Est-ce qu'il y a encore 2 questions, les 2 messieurs là, parce qu'en fait après on va devoir se séparer, hein. C'est triste mais c'est comme ça. Bonjour. Bonjour.
Je voudrais savoir si, lorsque vous faites un méca design, vous pensez aux produits dérivés ou c'est libre et sans rapport? J'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps. En fait, le produit dérivé, c'est un peu le saint graal du designer. C'est-à-dire qu'on fait des trucs sur papier qui sont un peu intangibles. C'est-à-dire que c'est fait sur du papier, c'est fait à la télé, mais ça n'a aucune existence concrète, on ne peut pas le toucher. Donc si à un moment donné, il y a un marchand de jouets quelconque, quelqu'un qui fait des figurines et qui dit « j'adore votre design », bon déjà on est super content parce qu'il adore ce qu'on a fait, et qui dit bah, je vais le faire en jouet. Là c'est hyper cool parce qu'on a notre design qui prend vie et qui devient quelque chose de réel. Et moi j'avoue que j'ai vraiment un grand faible pour tout ce qui est maquette et jouets en général. Et j'ai très envie de continuer de travailler aussi avec justement des fabricants de jouets pour faire des designs qui seraient adaptés en produits dérivés à terme. Donc ouais, c'est quelque chose qui me plaît énormément, effectivement. Ouais. Mais merci. Et la peut-être dernière question pour monsieur. Une petite question, c'est quoi votre épisode de Pat Labor préféré? Alors j'ai un peu oublié, mais il y avait un épisode où ils devaient attraper un chat. Et le chat se foutait dans le robot et ils n'arrivaient pas à monter dans le robot. Et c'est un épisode super bête avec zéro action. Mais en fait, c'est celui que j'ai le plus retenu. C'est marrant. Et c'est ce qui m'a plus plu en fait dans Pat Labor, c'est ce côté complètement quotidien, avec des scènes de la vie japonaise très courantes. Un type dans la caserne qui fait son champ de tomates à côté. Ils vont à la pêche, ils attrapent des chats dans les robots. Et puis à côté, il y avait eu aussi des bonnes scènes d'action avec le griffon, avec des super robots comme ça. Donc j'ai trouvé que la série était vraiment originale par rapport à cet aspect en fait de science-fiction, mais plutôt anticipation que hard science en fait. Donc ça m'a beaucoup plu. Bah, merci beaucoup. Et en fait, on va se quitter, mais juste avant, un petit mot peut-être sur la Foran Sujin Connection. Oui, alors France Sujin Connection, on va faire une conférence cet après-midi. Alors, à 16h, exactement. À 16h, voilà, tout à fait. Donc si vous voulez en apprendre un peu plus sur ce que c'est que travailler au Japon, on va être avec Thomas Romain, Eddie Meong et Vincent Niem. Et tous les quatre, on va vous parler un petit peu, on va vous présenter ce qu'est le travail au Japon, les contraintes, les avantages et un petit peu tout ce qu'il faut faire en fait pour bien travailler au Japon et dans de bonnes conditions. Donc si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à venir cet après-midi. Ça sera ici même, je crois. Hein. Il me semble que ce sera sur cette scène, sur la scène Couli, à 16h. Donc voilà. Non, ce sera sur la scène... Ah oui, non, c'est pas ici. Yuzu. Et bah carrément de l'autre côté du salon. Merci Très bien. beaucoup. Merci pour la précision. Voilà. Donc, bon, j'ai pas tout à fait terminé, donc je vais le finir tout à l'heure. Très bien. Je vous remercie d'être venu. C'était très agréable de voir autant de monde à cette conférence. Merci beaucoup. J'avais prévu de vous montrer beaucoup de choses et de développer un peu, mais évidemment, on n'a jamais assez de temps. Donc j'espère qu'il y aura d'autres occasions d'ici là. Et voilà, je vous remercie encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup et passez une bonne dernière journée de Japan Expo.